Bon, alors qu'est-ce que tu es en train de nous faire là, Franck? Ouais, je vais vous montrer l'état du sol. L'état du sol. Du sol de Sologne sableux. Ouais, alors au passage, on a encore du soufre élémentaire. Ah. On met en localisé. Alors là, on est dans un champ de maïs. Ouais, donc là, vous avez une partie, je ne peux pas tout prendre parce qu'on est un peu sec, même si on a pris 7 mm. Mais c'est pour vous montrer le brunissement en fait, de ces sols-là qui ont été faits, qui ont été construits en fait, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, on précise un petit peu, hein, on est dans les terres, donc tout simplement de Frédéric Thomas. Tu cultives juste à côté. Ouais. Voilà, donc tu travailles avec, j'allais dire, comment tu l'as dit, en communauté d'intérêt. Communauté d'intérêt. Donc pour essayer de trouver, j'allais dire, une activité commune, j'allais dire sur le travail. Tu t'intéresses aussi à l'agriculture de conservation des sols comme Frédéric Thomas. Et ici, on est dans un maïs. Alors qui est plutôt pas mal, comparé à ce qu'on a pu voir dans le secteur. Et ça, c'est dû tout simplement au travail qui a été fait de non-labour, quelque part, de diminution de travail du sol. Ça fait 22 ans que Frédéric est en route. Oui, à peu près, ouais. Okay. Alors en fait, c'est le non-travail, mais plus que le non-travail, c'est vraiment stocker, restocker du carbone. Restocker du carbone. Diversifier les sources de carbone et dynamiser le flux de carbone dans le système. Et ça, en fait, il a passé un cap dès lors que en fait, notre collègue José est venu pâturer les couverts dans le système. Et là, on rentre dans un système encore plus vertueux qui permet justement de tirer les dividendes de ce qu'on a placé pendant des années et des années dans le sol, quoi. Là, quelque part, l'idée, c'est de dire, grâce aussi au retour de l'élevage dans des productions et dans des terres comme celle-ci, qui sont très pauvres, hein, je veux dire, on ne va pas se le cacher, c'est du sable et en dessous, c'est hydromorphe, donc c'est des terres hyper compliquées. On arrive à remettre un sol en route. Et toi, dans ton expérience, tu arrives à accélérer un peu plus vite que ce que Frédéric a fait, justement, en mettant de l'élevage à l'intérieur du système, quoi. Ouais. Alors en fait, l'objectif, c'est d'aller plus vite que le process que Fred a mis en place, parce qu'en fait, il y a le retour d'expérience, certainement. Il y a le retour d'expérience, puis moi, j'ai plus beaucoup de temps devant moi, voilà. donc il faut que ça aille vite. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver des systèmes où on change de règle de fonctionnement. Pour produire encore plus de biomasse, eh bien on va pas forcément produire de la céréale, mais on va produire de la protéine sous forme de viande. Et ce sont les animaux qui vont nous dynamiser aussi le flux de carbone grâce à la production de biomasse sur 365 jours. C'est-à-dire que j'ai des... Quelque part, toi, ton intérêt, c'est de produire un volume conséquent, de l'employer, alors pas forcément à faire du grain, comme on peut le faire dans une exploitation classique, de faire peut-être de la viande s'il faut, et une partie alors en grain. Toi, au niveau de l'exploitation, c'est quoi la proportion? En gros, j'ai 50% en prairie, et sur les 50 autres pourcents, j'ai moitié en production de céréales et moitié en production de ce que j'appelle moi des métémax, c'est-à-dire des successions de production de métail et de biomax ou de sorgho fourragé sur l'année, quoi. C'est-à-dire 340 jours de couverture de sol dans l'année, grosso modo, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, comparé à une prairie produit ici, tant bien que mal, on va dire, quand tout va bien, c'est 4 tonnes, c'est plutôt en dessous, donc 4 tonnes, et en fait, en été, elle ne produit plus. Parce que ce sont des espèces qui ne sont pas adaptées à la production en été, peut-être, c'est ça aussi? Et encore plus au changement climatique, puis aux conditions qu'on a ici aussi. Et au réchauffement climatique que l'on subit aujourd'hui, quoi. Et en gros, en règle générale, à partir du 15 juin, les prairies sont paillages chez nous. Donc on commence à hiverner les animaux avec du foin, qu'on a récolté 15 jours avant. Dans ces systèmes-là, voilà, donc il n'y a pas de cohérence et on perd le bénéfice de lui là-haut dans les périodes en fait où le soleil est au zénith, où il est prêt à nous donner le maximum d'énergie et en fait on l'utilise mal, on ne l'utilise pas. Donc l'objectif en fait c'était de prendre une partie des terres de culture en disant de toute façon je suis condamné, si je veux que ça marche ici, je suis obligé de monter mes teneurs en matière organique très très vite. Donc en fait je produis un métail. Ce métail-là... Métail, c'est un mélange de cultures. Voilà, donc moi chez moi c'est triticale, pois, vesse. Voilà. Et ce métail, il est soit destiné aux animaux si jamais j'en ai besoin durant l'hiver ou en sortie d'hiver, mais sa première destination c'est pour le sol. Voilà. Et derrière ça,
à partir, on va dire, de la mi-avril, je commence à ressemer dans ces métailles-là des biomax, parce que comme je ne suis pas capable de les faire juste après récolte, parce que mes sols à 1,5 point de matière organique ou 1 point de matière organique, ils sont trop desséchés, on a du mal à faire sortir de la camelote. Donc moi, grâce aux animaux, je change mon système, je produis des biomax à cette époque-là qui vont me permettre de produire énormément. Et je viens en relais aussi sur d'autres surfaces avec du sorgho, qui alors lui, c'est une bête de guerre, puisque... Très adapté au climat, oui, j'allais dire très chaud, et aussi résiste bien au manque d'humidité. Résiste bien au sec. Au sec, ouais. La sécheresse. Donc en fait, quand je fais des sorgho multicoupes, ça me permet, donc je fais manger mes animaux sur les biomax, dans une période limite, c'est-à-dire on va dire à partir du 20 juin, 15-20 juin, plutôt fin juin, jusqu'au 15 juillet. Et au 15 juillet, c'est les sorghos qui prennent le relais en sorgho multicoupe. Et là, je vais faire pâturer mes animaux 3 fois sur mes sorghos. Et donc, quand ça matche bien, j'arrive à faire pâturer mes animaux jusqu'à début octobre, 10 octobre. Donc, je sors mes animaux et derrière, je ressème. Et donc, en fait, mes sorghos, eux, s'arrêtent de se développer. Mais comme ils étaient très agressifs sur toute l'année estivale, j'ai des sols qui sont très propres et qui me permettent de ressemer dans des conditions plutôt satisfaisantes, quoi. Et je repars en général une deuxième année sur ce système-là. Et après, je sors et je vais sur une production de céréales, donc un triticale ou un maïs ou des choses comme ça. Et ça te permet aussi d'améliorer donc le niveau de taux de matière organique dans le sol, qui à l'origine ici, tu disais 0,5 à 1. Moi, je démarre, là j'ai des parcelles, ça va entre 0,5 et 1,5 point. Voilà. Donc, et des pH qui varient, on va dire 5,5, 6, voilà. Donc, et là, vous êtes sur des parcelles qui sont environ à 3,5 sur le profil, ouais, et qui sont très certainement sur les premiers centimètres, on est peut-être à 5, 6, quoi. Donc, et c'est ce qu'il faut arriver pour que ouais, le système matche bien et se mette en place comme il faut, quoi. Voilà. Ok, on peut aller voir de l'autre côté ouais, ce que ça donne. Alors là, on arrive dans ton triticale. Ouais. Bon, ça va, il est plutôt sympa. Tu disais que tu étais à 2 doigts de le retourner, c'est ça? Non, 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 c'est qu'en fait, là, au mois de mai, on a eu les gros coups de chaud. Ah oui. Et donc, en fait, on était sur des... en fait, ça a stoppé. Hein. Même si on avait de l'humidité au sol, les transferts ont stoppé. Et donc, ça se voit, hein, ils sont... Oui, oui, ils ont un coup d'échaudage. Il a un coup d'échaudage. Hein. Ah, et c'est pas vert. Alors, voilà. Oh purée, ouais, là c'est impressionnant. Okay. Donc par rapport à ce que tu avais tout à l'heure chez Fred, ouais, et ici. Toi ici, tu as combien d'années de recul? Là j'ai 4. 4 ans. On va sur la 5e. Donc j'ai bruni, alors là on le voit pas très bien, mais oui, j'ai bruni 4 cm. Ouais. Et ça j'ai pu le faire en changeant mon système, c'est-à-dire en produisant de la biomasse. Ici ça s'appelle la plage. Hein. D'accord. Voilà. Sous les pavés la plage, voilà. Non mais là c'est sous la biomasse la plage. Ouais. Voilà, alors on ne voit pas mais l'enracinement il descend, hein. Il va chercher. Hein. Mais voilà ce que l'on a, donc moi il faut que je travaille ça. Donc là je suis sorti de 2 années de production de biomasse, avec aussi du pâturage, du bale grazing ce qu'on appelle. Donc en fait j'ai déroulé des ballots dans ma parcelle et j'ai fait pâturer mes animaux, j'ai fait manger mes ballots de foin sur place. Donc en fait, l'objectif de ça, c'est de me ramener beaucoup de biomasse, beaucoup de matière, et d'en distribuer une partie sous forme de carbone plutôt concentré, enfin de carbone, je dirais, avec des C/N un peu plus élevés, mais aussi de faire baisser ce C/N en faisant manger une partie de ce foin-là par les animaux, qui me ramène de la bouse, des pissas. Et ça, en fait, ça me permet justement de rééquilibrer le système, mais de monter en même temps mon carbone dans le système. Voilà. Ouais, d'où la complémentarité du côté élevage. Je te demandais de te lever, comme ça on pourra te voir à la caméra. Ouais. Mais voilà, de complémenter un petit peu et d'avoir cet équilibre entre élevage qui va te ramener vraiment, j'allais dire, le plus. Et
activer beaucoup plus vite ton sol, quoi. C'est fondamental. Moi, s'il n'y a pas les animaux ici, jamais j'arriverai à faire bien sur ces terres-là. C'est pas possible. Ou en tout cas, avec un laps de temps beaucoup plus long et en investissant encore plus dans du compost ou des choses comme ça. Sauf que moi, mon objectif, c'est aussi d'essayer de voir ce que je peux faire sans compost, avec d'autres parades. Et la parade, en fait, c'est l'élevage. Ce sont les ruminants. Les ruminants, ce sont les seuls animaux qui sont capables de nous transformer des choses nous, on n'est pas capable de manger en protéines, quoi. Quelque part, c'est eux qui vont te permettre de transformer un sol qui est, on va pas dire infertile, mais qui est quand même hyper compliqué, en quelque chose de productif, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis plutôt, même si il a pris une claque avec le gros coup de chaud qu'on a eu là au mois de mai. Mais bon, tu sens qu'il y a de l'humidité, tu sens que la végétation, c'est pas par rapport à ce que tu pourrais avoir, c'est. On sent que le sol devient de plus en plus résilient et que quelque part, je me construis mon assurance climatique. Je suis en train de la construire. Fred, il l'a construit lui. Les à-coups, il les absorbe beaucoup mieux que moi. Et moi, je suis en train de le construire et c'est assez long et c'est très énergivore et c'est des placements qui coûtent cher, quoi. Et tiens, on va parler de placement. Alors, je vais faire reculer Guillaume. On va le faire reculer en marche à recul jusque là-bas. Comme ça, nous, on va pouvoir avancer jusqu'à tes animaux. C'est tes animaux qui sont là-bas. Ouais, voilà. Alors ça, c'est les mères avec les petits de l'année. Attends, je vais voir s'il ne tombe pas. Non, mais ça va, il y a JB qui va l'aider quand même parce qu'on tient à lui. Hein. Il lui fait un croche-pied. D'accord. Et là, donc là, c'est les terres. Alors que tu peux exploiter une fois d'une façon, une fois de l'autre, mettre les animaux. Alors, tu as cadré, j'allais dire par bande, quasiment toutes tes terres pour pouvoir les mettre en claquant des doigts, quoi. Ça veut dire que si ici tu n'avais pas récolté, tu disais c'est mort, je mets les animaux dedans, ils en profitent. Voilà, tout est calé, tout a été défini pour que le déplacement des animaux soit le plus facilement exploitable et réalisable, quoi. Voilà. Donc en fait, les terres qui sont destinées aussi aux céréales sont en couloir de 48 mètres. Ce qui me permet de passer les animaux. T'as des multiples de ton système de semis, de ton pulvé. Oui, tout à fait. Donc, alors le pulvé à peine, mais comme on envisage de passer en 24 mètres, sinon on est en 21 mètres. D'accord. Pour l'instant, c'est la transition. C'était de me dire, on ira plus vers du 24 que réduire la largeur. Donc, tout est calé comme ça. Et donc moi, quelque part, c'est aussi la gestion du temps. C'est-à-dire que replacer des couloirs, puisque en fait la clé du système, c'est de faire que les pattes viennent au champ et non l'inverse. D'accord. Ça, c'est la philosophie. Donc en fait, il faut que tout soit basé là-dessus, quoi. Hein? Donc mes animaux, il faut que ça aille très vite. Si j'ai la possibilité de faire manger cette parcelle-là, il faut que je puisse le faire très très vite. Du jour au lendemain, je dois pouvoir le faire très vite, quoi. D'accord. Sans que ça me passe énormément de temps à clôturer, Et les passer d'un côté à un autre pour pas surpâturer, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin que la plante, elle soit un peu, j'allais dire, motivée par, peut-être par le broutage des vaches. Oui, stimulée. Mais pas trop non plus, parce que sinon elle est rasée. Et donc là, tu peux les repasser à côté et faire la même chose à côté. Tout à fait. Faire une espèce de pâturage tournant dynamique, comment tu dis, tu l'exprimes? Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, les vaches sont en stock sur pied. Elles étaient en pâturage dynamique dès la sortie de l'hiver. Et puis en fait j'ai débrayé au début du troisième passage, du troisième tour, parce qu'il commençait à faire très sec et je voyais que ma prairie, en fait ça allait pas matcher. Donc je les ai passés sur des couloirs qui étaient destinés en stock sur pied. Donc là elles sont là-dessus. Elles m'en laissent un tiers en gros, par le piétinement ou par du refus, mais c'est pas gênant pour moi. C'est du carbone qui revient au sol. Et donc après ça, en fait, elles partiront sur mes fameux Métémax. D'accord. Donc en fait là, qui sont maintenant en sorgho, ils sont implantés en sorgho. Et donc elles iront en pâturage dynamique sur les sorghos, puisque c'est du multicoupe. Et qu'en gros, ça va me permettre de les emmener jusqu'à début octobre, date à laquelle on va commencer à réfléchir à ressemer nos cultures d'automne, quoi. Les bêtes sont rentrées de temps en temps? Jamais. D'accord. 100% plein air. Donc tu as choisi une race Alors j'ai choisi une race qui s'adapte assez bien à ces choses-là. Et puis en plus, je suis un peu tombé amoureux de ces animaux-là. Donc voilà. Et en même temps, c'est aussi une approche
particulière parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont pas forcément, qui sont un peu boudés par le marché classique. Donc il faut aussi se débrouiller pour les vendre autrement. Donc je fais beaucoup de ventes directes. Je travaille avec des restaurateurs et je communique beaucoup sur ce qui est fait parce que quand tes animaux mangent des mélanges complexes avec des vesses fleuries, du tournesol, de la facélie, des choses comme ça. Alors c'est plus persillé, c'est quoi? Alors j'y réfléchis, j'essaie de travailler avec des gars pour savoir si vraiment la flaveur change, le persillé change aussi. Donc la race amène, le système amène, mais il y a aussi toute la finition de la viande et comment le consommateur va la transformer sur sa plancha, quoi. Voilà, il y a tout un cycle. Mais en tout cas, voilà, donc là on a les mères avec les petits. Alors t'en as combien? Donc là j'ai 10 mères. D'accord. Allez Guillaume, on va te proposer d'arrêter parce que j'ai l'impression que la marche à recul c'est pas toujours évident. C'est électrifié là? Vous pouvez venir, c'est électrifié mais vous pouvez venir. Non parce que j'ai peur de m'exploser les... Ils vous chargeront pas. J'adore. C'est des crèmes. C'est des crèmes. Donc, donc la race c'est l'Aberdeen Angus. Angus. On dit Aberdeen. Aberdeen. Ouais, on dit, là c'est quoi ça? Ça c'est mon papa. Ça. Ah ouais, j'allais dire, il a l'air... C'est mon gars ça. Ça me rappelle les buffles qui sont venus me voir en Guyane, mais ils étaient plus impressionnants. Ouais, donc en fait, ça c'est le reproducteur. Donc je suis en reproduction en monte naturelle, voilà. Et en fait, ce sont dans la génétique Angus, on a de tout. On a des types PES, on a des gros gabarits, beaucoup plus gros que ça. Mais moi, je veux surtout pas des gros gabarits. Je veux des animaux avec des hauteurs au garrot courts, des petites pattes. Oh, vous et mon père. Le regard est... Voilà. Non, mais là, faut pas les regarder par... Ouais, mon gars. Ouais. Et donc, en fait, ce que je recherche, c'est ce type d'animaux-là, ce gabarit-là. Arrête un peu. ou alors la grosse mémère là qui est là. D'accord. Qui est la 262 là, qui est en fait qui est typique de ce que je recherche, c'est-à-dire de la profondeur. Pas forcément très longue, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais qu'elle a l'aptitude en plus à m'emmener des veaux super bien, même dans des conditions très stressantes. Et puis lui, il me sort des super produits. Puisque ça, c'est une génétique qui vient d'Écosse. Donc, de ce qu'on appelle le natif Angus. Donc, on vient rechercher en fait la souche originelle de l'Angus via des producteurs qui sont des amoureux en fait de la sélection. Et donc, voilà, c'est ce type d'animaux-là que je recherche, quoi. Les petits sont plus farouches que les mères. Hein. Ouais. Et que le père en particulier. Ouais. Ouais, lui, il faut qu'on le gratte tout le temps. Il est donc. Il est impressionnant. Voilà. Donc, bon après, le fait d'être tous les jours avec eux, ça joue beaucoup. Ouais, le fait qu'il y ait quand même assez souvent du monde qui vient, ça les habitue aussi. Donc voilà. Petite mouche, hein. Il y a diversité. Ouais, là il y a du volume. Ouais, quand on nous dit qu'il n'y a plus d'insectes, attention où tu marches. Il y a ce qu'il faut. Salut Fifi. Voilà. Ouais. Moi j'aimerais bien approcher les petits veaux, mais je sais pas, ils sont plus craintifs, on dirait. Ouais, non, les petits veaux c'est plus délicat, ils sont moins. Par contre, tu vois, c'est un regard noir quand même. Hein. Elle n'a pas encore fait veau. D'accord. Et tu vois le gras qu'elle a derrière là. Ouais. Donc c'est ça moi ce que je recherche, voilà. D'accord. T'as vu, ça c'est des boules de graisse, ça. Hein. Ah oui. Et donc elle attend un petit, elle n'a pas encore fait veau, elle va faire veau. Réserve, là. Et ça c'est sa fille, ça. Ah oui. Ça c'est sa fille. Donc ça c'est un produit. Non, c'est pas lui bien sûr. C'est un autre. Mais elle m'a produit donc le 2000. Le 2201, elle m'a produit celui-là, qui est une. Ah ouais, c'est belle bête. Super bête, ouais. Ah, c'est le gabarit de papa, ça? Non, ouais, c'est voilà, elle. Ça c'est elle et lui. Le père. Ça c'est le père. Ah ouais, sympa, ouais. Voilà. T'es où 2201 là, que je te retrouve? Coucou. 2201. Ah, c'est toi là?
Le beau petit modèle. Écoute, ici. je touche du bois, hein, ou du singe, je sais pas, mais oui, mon papa, oui. Et non, écoute, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des incivilités quand même. Hein, voilà. On m'a volé 650 mètres de clôture à Étancil. Ils m'ont piqué, tous les piquets fibres, ils me les ont piqués. Ouais, voilà. Alors que bon, une botte de piquet, ça vaut rien, quoi. Enfin bref. Ah, t'es bien nourri à la cantine, toi. Hein. On voit que les Biomax, ça marche bien. Hein. Donc en fait, là, tu vois, là, je vais avoir fini ce couloir-là. Non, je vais peut-être pas oser ça. Je vais avoir fini ce couloir-là. Je vais repasser sur le couloir d'à côté. D'accord. Là, on voit bien le détail. Et là, mes ballots sont faits et ils vont être stockés en damier. On les devine, ça. Il me reste du foin de l'année dernière. Là, il me reste une vingtaine de ballots qui sont en damier et qui sont positionnés pour faire du bulk grazing. Pour cet hiver. Alors, c'est intéressant parce que tu arrives un éleveur un peu bourrin, il dit hey, mec, il va pas rentrer ses ballots, il les a laissés courir dehors. Ben, c'est ça, ça perturbe. Hein. Donc, moi, j'estime que j'ai 30% de perte, mais quand je fais mes calculs, ramener en pièces sonnantes et trébuchantes, je préfère faire ça parce qu'en fait, moi, c'est pas perdu, c'est un placement que je fais dans mon sol. C'est-à-dire ce qui ne va pas dans l'animal va au sol. Voilà. Et moi, c'est toujours orienté sol, quoi. Toujours. Donc, concessionnaire. Donc, c'est un autre placement. Ah, on n'est pas tout à fait chez le client parfait du concept. Exactement, c'est ça. Et je dis souvent par boutade, je préfère investir là-dedans que dans du matériel ou un tracteur, parce que si ça va pas bien, là, je peux vous bouffer l'essieu arrière. Là. Alors que l'autre, ça va être difficile. Même le Valtra, il n'est pas facile à bouffer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de matériel, hein, faut qu'on soit. Mais en fait, on est dans des systèmes très compressés, quoi, parce qu'on n'a pas le choix ici. Si tu commences à faire des essais de zèle sur du matos, c'est mort, c'est mort. Non mais tu vois, c'est ce que. Cette réflexion-là quand j'étais venu, mais quand je t'écoute et quand je vois ce que vous avez fait, je me dis, nous dans nos régions, on est riches, quoi. Tu vois, on fait du TC, du SD, on achète des beaux matos, ça brille, même un peu d'occasion, mais il y a de la ferraille quoi, sous l'hangar, encore un peu, même si vous faites avec pas grand chose et ça marche, quoi. Et enfin, c'est surtout que nous on n'a pas le choix, quoi. Ouais, t'as pas le choix. Mais il faut. Parce que nous on a encore un peu trop de gras, quoi. Tu vois, on est un peu Et alors, quand on prend par exemple, on parle de l'alimentation justement des animaux, on dit l'animal te coûte autant, mais on considère jamais ce qui restitue au sol, j'allais dire en termes de protéines par exemple, parce que si on alimente, on a un retour dans le sol, et ça on ne le prend jamais en compte en général quand on compte le bilan. J'allais dire d'un kilo de steak, quoi. Oui, parce qu'en fait, on le prend dans des systèmes un peu plus conventionnels qui sont très intensifs, très pushing, alors que là, en fait, on vit avec, c'est ce que je te disais, on est sur des systèmes très adaptatifs, et donc, j'ai envie de dire, dit autrement, c'est que moi, j'aurais du mal à te produire un bœuf gras au mois de février. Mais c'est logique. Durant l'hiver, tu ne produis pas de biomasse. Alors que dans les systèmes conventionnels, au mois de novembre. En fait, moi, je commence à avoir des animaux près, on va dire, de mai jusqu'à novembre, quoi. Voilà. Maintenant, dans le système que j'ai mis en place. Avant, l'été, c'était chaud, quoi. Voilà. Bon, si jamais il donne un coup de tête, il t'envoie où, là? Moi, il est mignon. Il est mignon. Hein, il est mignon. Ouais, ça c'est un bon gars. Ça c'est un bon gars. Du coup, je t'entendais, je parlais pas parce que voilà. Je t'entendais, la valorisation, donc tu la mets beaucoup sur des restaurateurs ou des bouchers un peu de gamme, j'imagine. Alors restaurateur et vente directe aux clients particuliers. Ce qui veut dire que ce système-là, il a pas forcément une capacité à faire en volumétrie. Alors la question, voilà, est-ce que c'est reproductible partout, dans toutes les régions, là où il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'élevage, beaucoup de concurrence, même en vente directe? C'est délicat. En fait, ce que je dis souvent... S'il vous plaît, on discute. C'est que, en fait, quand les gars viennent ici, prenez les choses qui vous intéressent, essayez de recalquer, prendre des idées,
et puis après rebâtissez votre propre système et votre propre concept. Moi ici ça match parce qu'on n'est pas trop en concurrence en vente directe et que ça j'estime que ça vaut 22 € le kilo minimum, 23. Et là je vends des caissettes à 25, mais sur du haut de gamme, il n'y a pas de bas morceaux, il n'y a pas... Et parce que il y a de l'effort de fait dessus et qu'on mange aussi, on participe au stockage du carbone. Et je communique comme ça aux gens, quoi. Je leur dis, quoi. Je leur dis, n'ayez pas peur. Là, en mangeant une côte de bœuf d'Angus de Sologne, vous participez à la limitation du réchauffement climatique. Et je suis très à l'aise pour le dire, quoi. Alors que les gars disent, enfin les gars ou certains disent, manger de la viande, c'est un non-sens. Et ouais. Alors que moi, elles n'ont pas d'ensilage, elles n'ont pas d'enrubanné. Donc c'est pour ça aussi que je ne fais pas forcément des animaux finis dans des périodes, voilà. Et j'ai la chance aussi de travailler avec des restaurateurs qui comprennent ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va être périodique, ils savent que j'en aurai pas tout le temps. Et ils acceptent aussi de me prendre une demi-carcasse. Là, j'ai un jeune qui s'installe. Il m'a dit, moi, je te prends une demi-carcasse. Je vais travailler l'ensemble. Je ne vais pas te prendre que le carré avant ou le quart avant, quoi. Bon, alors, on va clore la vidéo. On est passé de la régénération des sols jusqu'à l'élevage en ayant bien exprimé que, quelque part, si on voulait sauver la planète, il fallait augmenter l'élevage. Ouais, on a besoin de l'élevage. Bon, donc c'est quand même une conclusion plutôt sympa par rapport à ce qu'on veut dire et faire croire. Après, un élevage sous une certaine forme, avec une certaine réflexion, comme dans tout. Hein. Exactement. Mais je pense que c'est intéressant. Nous, on va pouvoir se permettre de reprendre le temps de discuter. Le soleil se couche, nous, on va devoir repartir aussi. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu au niveau réflexion. On est passé sur différents domaines. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, ben, voilà, j'espère que ça inspirera d'autres agriculteurs à réfléchir un petit peu autrement aussi sur le mode de production. En tout cas, c'est un super exemple. Merci, Franck. Merci à vous.